Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Un seul titre dans l'actualité ce soir, l'Égypte, où les événements se sont précipités tout au cours de la journée. Le couvre-feu vient tout juste d'être étendu à l'ensemble du pays, ce qui n'empêche pas les manifestations de se poursuivre. Ce soir, même au centre du Caire, Hosni Moubarak pourrait s'adresser dans les heures qui viennent au pays. Couvre-feu donc décrété et étendu il y a quelques minutes à peine. L'armée appelée dans l'après-midi à la rescousse, le siège du parti au pouvoir en feu toute la journée. Eh bien, la situation n'a fait que se dégrader et empirer en Égypte. À l'heure où je vous parle, la situation est sur place extrêmement tendue, y compris dans le centre de la capitale, le Caire, où des détonations ont même été entendues. Ce soir, après 29 ans de pouvoir, le régime d'Hosni Moubarak vacille. Marie Brémaud. Des milliers de manifestants se dirigent vers le centre-ville où se trouve le palais présidentiel au Caire. La situation est chaotique ce soir dans la capitale. Le siège du parti au pouvoir, mais également plusieurs commissariats ont été incendiés. Les véhicules de police et les chars de l'armée sont pris d'assaut par la foule. Des détonations, des tirs de balles en caoutchouc résonnent dans les rues et se mêlent à la clameur des Égyptiens. Malgré la répression policière violente, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer le départ du président. Ce vendredi de prière est devenu le vendredi de la colère. Hosni Moubarak, acculé, vient de demander l'aide de l'armée pour contenir les mouvements d'opposition. Le couvre-feu est décrété au Caire, à Alexandrie, à Suez, en fait, dans tout le pays, car la contestation est désormais générale. Le président devrait tenter de calmer le jeu en s'adressant au peuple égyptien à la télévision très prochainement. Si cette tentative d'apaisement échouait, beaucoup redoutent un bain de sang. Et la toute dernière information en provenance d'Égypte, elle vient de tomber à l'instant. Les opérateurs téléphoniques ont été obligés ce soir de suspendre leur service. Nous avons avec nous au téléphone notre correspondante au Caire, Marion Guénard. Marion, bonsoir. Que se passe-t-il ce soir au Caire où vous êtes ? Eh bien, la nuit est tombée sur le Caire et malgré le couvre-feu, on entend encore des détonations, des sirènes d'ambulance et la rumeur des manifestants. La situation est particulièrement violente dans le centre-ville, vous l'avez dit. Les manifestants ont mis le feu au siège du Parti national-démocrate, le parti d'Hosni Moubarak. Plusieurs camions anti-émeutes ont également été incendiés. Face aux manifestants, la police a choisi la répression. Ça a commencé avec une pluie de grenades à gaz lacrymogène en début d'après-midi. Puis ce soir, les forces de l'ordre ont commencé à tirer des balles en caoutchouc sur la foule. J'ai vu plusieurs dizaines de blessés, la tête ensanglantée, le corps et les jambes parfois criblés de petites balles en plastique. Alors ce soir, la situation est très chaotique au Caire, malgré le couvre-feu et malgré le déploiement de l'armée. Il y a beaucoup d'inquiétudes car Internet et les téléphones portables sont toujours coupés. En fait, ils sont coupés depuis ce matin, vendredi, depuis le petit matin, donc depuis minuit, vendredi. Il est donc difficile de communiquer, d'avoir des informations, notamment à propos des blessés et des personnes arrêtées. Marion, je le disais, l'armée a été appelée à la rescousse cet après-midi. Est-ce que les forces armées du président Moubarak ont commencé à se déployer dans les rues du Caire ? Eh bien, écoutez, les forces armées de Hosni Moubarak ont commencé à se déployer dans les rues du Caire et apparemment, je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. Je ne sais pas trop quelle est la situation dans le centre-ville du Caire à l'heure qu'il est là. On annonce, Marion, une allocution des propos, en tout cas, du président Moubarak ce soir. Vous pouvez nous le confirmer ? Écoutez, c'est ce que les télévisions annoncent. Après, moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que comme n'importe quel Égyptien sur place, je n'ai plus Internet, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de contact avec personne. Donc, c'est très, très compliqué de savoir ce qui va se passer. Pour l'instant, les chaînes nationales, c'est-à-dire la chaîne 1, la chaîne 2, tournent en boucle des images. Elles n'ont pas beaucoup de choses à raconter sur ce qui se passe. Oui. Elles annoncent une intervention du président, mais on ne sait pas quand pour l'instant. Merci beaucoup Marion Guénard d'avoir été avec nous pour vos éclairages. Avec nous sur ce plateau, un éminent spécialiste de l'Afrique et du monde arabe en particulier, Hervé Bourges. Allô. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que l'évolution des choses extrêmement rapides cet après-midi vous a surpris ? Oui, ça m'a
surpris, disons-le, comme ça a surpris sûrement beaucoup de gens. Tout le monde a dit la situation en Égypte n'est pas la même qu'en Tunisie. Oui. Et il semble qu'au contraire, ce ne sont pas seulement des jeunes et les classes moyennes qui soient descendues dans la rue, mais le peuple égyptien. Et c'est très important. Alors, qui est derrière, qui encadre et qui conduit, on n'en sait rien. C'est peut-être une manifestation spontanée. En tout cas, elle est d'importance. Puisque l'armée a été appelée et que les forces de police semblent dépassées. On se rend compte que même s'il y a eu des morts, il n'y a pas de tir avec des balles réelles, mais caoutchouté avec les lacrymogènes. Combien de temps ça durera et qu'est-ce que va faire l'armée? On vous retrouve tout de suite, Hervé Bourges. Nous sommes en ligne avec Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU, égyptien, bien sûr, ancien ministre des Affaires étrangères d'Hosni Moubarak. Merci d'être avec nous, monsieur Boutros Ghali. Est-ce que vous êtes inquiet ce soir pour l'avenir de votre pays? Certainement oui, surtout après ce qui s'est passé et le rôle qu'ont joué les frères musulmans. Et les émeutes ont pris une dimension différente, intervention dans les hôtels, pillage de magasins, incendies provoqués. Donc ça a pris une forme, si bien qu'il y a aujourd'hui un couvre-feu sur tout le pays de 7 heures du soir à 7 heures du matin. Attendez-vous avec impatience les premières déclarations du président Moubarak? On dit qu'il pourrait intervenir ce soir. Nous attendons tous, c'est une déclaration du président Moubarak. Et on a même parlé qu'elle aura lieu ce soir, mais ce sont des rumeurs. Que devrait dire ce soir le président Moubarak à son peuple, M. Boutros Ghali? Écoutez, ce n'est pas moi de dire ce qu'il devrait dire. Cela étant dit, par exemple, des hommes politiques égyptiens, je pense au président de la commission étrangères de l'Assemblée égyptienne, demandent ce soir de profondes réformes. Est-ce que vous les attendez aujourd'hui, ces profondes réformes pour l'Égypte? Mais écoutez, le véritable problème de l'Égypte est un problème de chômage, des jeunes gens qui ont obtenu des diplômes universitaires ne trouvent pas du travail. Un premier problème. Un second problème, la petite bourgeoisie a la vie beaucoup plus difficile. Je dis petite bourgeoisie parce qu'ils ont tous des téléphones portables. Oui. Et donc nous trouvons devant une situation qui est très grave. Nous avons une explosion démographique sur 5% du territoire égyptien. 95% du territoire est un désert. Et voilà la réalité égyptienne, l'infrastructure. Est-ce que vous considérez, ça sera ma dernière question, M. Boutros Ghali, que Hosni Moubarak doit rester au pouvoir? Moi, je pense qu'il a l'expérience nécessaire pour continuer, on a vécu l'incendie du Caire en 52, on a vécu la crise du pain en 77, on a vécu l'émeute des officiers de la police auxiliaire, et aujourd'hui nous avons une intervention des frères musulmans qui était extrêmement importante à Alexandrie et importante dans certains quartiers. Mais moi, il y avait une manifestation qui s'est passée devant l'appartement où j'habite. Elle était tout à fait pacifique. Oui. Ça a mal tourné plus tard quand il y a eu l'intervention et des vandales qui ont essayé de piller et des frères musulmans. Merci beaucoup, Boutros Ghali, d'avoir été avec nous ce soir pour vos analyses et votre éclairage. Hervé Bourges, on vient d'entendre l'un de vos amis, Boutros Ghali, que vous connaissez bien, et qui juge ce soir la situation inquiétante pour l'Égypte. Oui, elle est inquiétante, c'est le moins qu'on puisse dire. En situation sociale, il a bien fait d'en parler. Moins de 2 € par jour pour 60% de la population. Des problèmes d'eau qui se posent dans ce pays, qui vont se poser de façon dramatique dans les années à venir. Une démographie galopante, des jeunes qui ont des diplômes mais qui n'ont pas d'emploi. Et un régime, disons, très autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Des élections qui ont quand même été truquées. On n'arrive pas au score auquel on arrive sans qu'on ait pu truquer les choses.
Nous savons très bien que les petits partis qui sont autorisés sont des partis bidons, et nous savons très bien que le seul parti important, c'est celui des frères musulmans, et qu'il est, depuis Nasser jusqu'à maintenant, sans cesse pourchassé par le pouvoir, et qu'aux dernières élections, on en a vu le résultat. Alors, c'est une situation très grave, c'est évident, parce que l'armée intervienne, que le couvre-feu soit décidé, et qu'il y ait tant de manifestants, alors qu'auparavant c'était des jeunes et la classe moyenne qui manifestaient, montre l'importance du problème. Merci Everbouch, vous restez bien sûr avec nous. Nous sommes en ligne avec Axel Poniatowski, le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Monsieur Poniatowski, quelle est l'analyse que vous faites des événements égyptiens ce soir? Écoutez, je suis comme tous les observateurs, je suis inquiet, préoccupé par la situation. C'est pas la première fois qu'il y a des événements, des manifestations de ce type en Égypte. Hein. Il y en a eu au cours des années écoulées. Alors, il me semble néanmoins que celle-ci est différente, qu'elle est plus importante, qu'elle va crescendo, qu'elle est plus violente, que la répression est plus forte. Et par conséquent, on est sur une situation très préoccupante. Je crois que l'analyse et le constat a été bien décrit par vos invités. Essentiellement, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu davantage de réformes qui étaient faites petit à petit au cours de toutes ces années. Et en même temps, c'est très inquiétant parce que l'inconnu est toujours très inquiétant. Et que l'alternative à ce régime autoritaire en place présente des caractéristiques qui, elles aussi, sont inquiétantes. Donc vraiment, on est devant une situation préoccupante. Hervé Bourges. Trois choses. La première, il y a deux forces dans ce pays. L'armée. Et l'armée a le pouvoir par M. Moubarak interposé. Deuxièmement, les frères musulmans. Tous les partis sont laminés. Alors, on nous parle du prix Nobel de la paix, M. Mostafa Barnaï, bien sûr, c'est un monsieur de grande qualité, mais c'est pas un monsieur qui a un parti, qui n'a pas de troupes. C'est un personnage dont le pouvoir pourrait éventuellement utiliser, mais je ne pense pas qu'il puisse jouer un rôle. Et puis, il faut quand même savoir qu'il y a une élection qui se profile. Est-ce que le président va se représenter ou va annoncer qu'il ne se représente plus? Je pense que son fils ne sera pas présenté, bien évidemment, parce que l'armée s'y opposerait. Alors, qui seront les candidats? J'en sais rien. Il y a en tout cas une personnalité qui est respecté en Égypte, qui est l'actuel secrétaire général de la Ligue arabe, qui s'appelle M. Moussa. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais je pense qu'il pourrait jouer un rôle important si l'armée, la police et le régime Moubarak n'est pas dépassé par les événements. Comment peut-on imaginer l'avenir? Est-ce qu'on peut imaginer une transition de pouvoir, j'allais dire, sereine dans ces conditions? Vous savez, le peuple égyptien est un peuple paisible, mais c'est un peuple qui n'aime pas l'humiliation. Il l'a montré en ayant Nasser au pouvoir qui lui a redonné sa dignité. C'est un peuple fier. Et il en a été fier. Et aujourd'hui, ce peuple s'aperçoit que, ma foi, il n'est pas... on ne s'occupe pas de lui comme on devrait le faire. Alors, il y a des problèmes. Il y a le problème du pain, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la vie sociale, il y a une certaine liberté de la presse, il y a des intellectuels très importants qui jouent un rôle, mais qui peuvent guère s'exprimer et jouer un rôle politique. Il faudrait que le président Moubarak prenne les choses en main et ouvre le pays à une plus grande démocratie, en continuant de s'appuyer sur l'armée, parce qu'il ne peut pas faire autrement, et en sachant très bien qu'au niveau international, c'est quelque chose de très important. Je dirais même que l'Égypte est d'une certaine manière, je le dis sans pas de façon négative, mais un pion au Moyen-Orient pour les grandes puissances, pour les États-Unis, pour Israël. Et nous savons très bien que tant que le problème israélo-palestinien ne sera pas réglé, il y aura, disons, des regards sur l'Égypte qui se porteront toujours avec beaucoup d'attention. Alors il y a un regard qui s'est porté toute cette journée avec beaucoup d'attention, c'est celui des États-Unis, par la voix même d'Hillary Clinton, qui se dit profondément inquiète des événements égyptiens. Et les États-Unis ont toujours collé à la diplomatie égyptienne. Ce sont deux alliés, en particulier, comme vous le dites, dans le très complexe dossier israélo-palestinien. Plus prudente qu'à l'égard de la Tunisie, où les États-Unis, comme d'autres pays, ont dit qu'ils étaient aux côtés du peuple tunisien. Là, ça n'a pas été jusque-là. Mais Mme Clinton engage le président Moubarak à faire des réformes. Et l'administration Obama pousse très fort à ces réformes en disant, pourvu qu'il ne soit pas trop tard.
Alors Boutros Ghali, tout à l'heure, évoquait la présence dans les manifestations des frères musulmans. Est-ce que aujourd'hui ces organisations peuvent inquiéter pour l'avenir du pays? Oui et non. D'abord, c'est une force, même si elle a été décimée, même si ces militants ont été enfermés, torturés et vraiment ont du mal. Mais cette force-là existe. On ne peut pas dire que ce sont des islamistes forcenés comme certains autres dans le monde, que ce sont des islamistes terroristes, encore que l'assassinat de Sadat l'aurait imputé. C'est une force dans ce pays et il faut quand même bien le dire. Je ne dis pas l'islamisme, mais la religion musulmane est quand même une religion très pratiquée dans ce pays par les Égyptiens et ça peut être exploité bien sûr à des fins politiques. Alors Hosni Moubarak caressait l'idée, l'espoir de voir son fils lui succéder. Est-ce que cette hypothèse est aujourd'hui complètement, j'allais dire, balayée par les événements? J'ai l'impression parce qu'il n'a pas les qualités nécessaires, la compétence, et c'est vraiment quelque chose qui ne pourrait pas plaire aux Égyptiens, ni à l'armée non plus. Peut-être que ce soir, dans les heures qui viennent, le président égyptien va s'exprimer. Vous espéreriez l'entendre dire quoi ce soir aux Égyptiens? Moi, je n'ai pas, me mêler de la politique égyptienne, bien évidemment, ni à formuler des vœux. Il peut très bien durcir le ton et dire que l'armée fera le nécessaire pour établir l'ordre, pour dénoncer un complot des frères musulmans ou d'autres. Et puis, il peut aussi prendre les choses par le haut et dire on va ouvrir davantage le pays aux réformes. Mais encore une fois, le président Moubarak n'est pas Ben Ali, donc on ne peut pas comparer les situations, mais la situation est quand même si grave qu'il ne suffit pas de faire des réformettes pour pouvoir faire taire les manifestants. Merci beaucoup Hervé Bourges. Je rappelle votre dernier ouvrage, au titre presque prémonitoire, L'Afrique n'attend pas. Merci beaucoup de vos éclairages, merci de vos analyses et de votre présence ici ce soir sur le plateau de Public Sénat. Alors si la situation se dégrade d'heure en heure en Égypte, elle semble se stabiliser en Tunisie après le remaniement ministériel d'hier qui a vu le départ des principaux cadres du parti de Ben Ali. La France a formé ses vœux de réussite à la nouvelle équipe gouvernementale, mais de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Tunis. Guillaume Bonnet. Déjà 5 jours et 5 nuits qu'ils ont passé ici à braver le couvre-feu devant les bureaux du Premier ministre. Alors forcément, ces jeunes, venus pour la plupart des régions du sud de la Tunisie, ont fêté l'annonce du départ tant réclamé des principaux anciens ministres du régime Ben Ali. Sauf que pour beaucoup d'entre eux, le Premier ministre Mohamed Ranouchi lui-même, ancien chef du gouvernement de Ben Ali, doit lui aussi quitter ses fonctions. Ça ne suffit pas. C'est la tête du serpent qui reste ici. C'est Ranouchi. On est arrivé à 95% de ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut laisser les 5% qui nous reculent en arrière? C'est pas normal ça. Mais cette frange contestataire commence un peu à se fissurer et quelques voix dans ce carré d'irréductibles osent réclamer une pause dans les revendications politiques. Remettre en marche un pays miné par 23 années d'un régime qui a fini en dictature, savoir gérer la démocratie et la liberté retrouvée, c'est tout le défi du gouvernement remanié, avec ou sans son Premier ministre. Une transition difficile en France. Se dirige-t-on vers une remise en cause des principes même de l'accouchement sous X, qui permet aujourd'hui à une femme d'accoucher dans l'anonymat le plus total? Eh bien, un rapport parlementaire de la députée UMP Brigitte Barège propose de recueillir l'identité de la mère. Le planning familial se dit extrêmement inquiet de cette initiative. Paul Bouffard. L'accès aux origines gagne du terrain. Pour la première fois en France, une cour d'appel annule le statut d'un enfant né sous X pour le confier à ses grands-parents biologiques contre l'avis de sa mère. Dans le même temps, un rapport parlementaire remis au Premier ministre préconise de modifier la loi pour permettre aux enfants de connaître leur mère. Un rapport qui va dans le sens des enfants et du droit à la connaissance de ses origines, selon certains spécialistes. Il y a dans la société de plus en plus d'enfants qui font savoir leur souffrance de ne pas connaître leurs origines. Je pense que oui, de plus en plus, il y a un mouvement de ce type qui est qu'au fond, le droit d'accès aux origines va l'emporter sur d'autres considérations. Depuis 2002, la loi incite les mères à confier des données sur leur identité. Si l'enfant cherche ses parents, il peut se tourner vers le Conseil national d'accès aux origines.
La notion d'anonymat est au cœur du débat. Pour les associations de défense de l'accouchement sous X, ce n'est pas une légère inflexion, mais bel et bien une remise en cause des droits fondamentaux. Si une femme ne peut pas accoucher sous X, c'est-à-dire ne pas laisser ces informations, elle risque soit accoucher dans des conditions un peu n'importe où, avec les dangers qu'on sait, potentiels à la fois pour sa santé et celle de l'enfant. Le risque, il est que, au nom des intérêts supérieurs de l'enfant, tel que ça peut être avancé, on se retrouve à avoir un droit, celui des enfants, qui prime sur celui des mères. Des situations qui concernent environ 600 bébés chaque année en France. Depuis 2002 et la création de ce conseil, plus de 4300 personnes ont cherché à connaître leur mère biologique. Dans l'actualité politique, ce nouveau répit pour Jean-Paul Huchon, le président socialiste de l'Île-de-France, est menacé, vous le savez, d'inéligibilité pour des irrégularités présumées dans sa dernière campagne électorale. Eh bien, l'ensemble du dossier a été renvoyé aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel qui dispose désormais d'un délai de 3 mois pour se prononcer. C'est l'heure, vous le savez, de revenir vendredi sur l'actualité politique de la semaine. Avec vous, Delphine Girard, l'actualité politique ici même au Sénat. On a appris la nomination hier par le président de la République, Nicolas Sarkozy, de Bernard Debré, le célèbre professeur de médecine, mais également député UMP, pour essayer de tirer au clair cette affaire du médicament Mediator qui fait beaucoup de bruit. Le problème, c'est qu'il y a déjà 2 commissions chargées du même dossier à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors on imagine que cette désignation de M. Debré peut faire grincer certaines dents. Oui, vous l'avez dit, Pierre-Henri, désormais pas moins de 3 missions sont consacrées au scandale du Mediator, celle de l'Assemblée nationale, celle du Sénat et maintenant celle de l'Élysée. Ça fait vraiment beaucoup et ça ne plaît pas aux députés. Gérard Bapt, le président de la mission à l'Assemblée nationale, déclarait ce matin en effet que c'était assez désagréable de voir une mission confiée à un député après une visite à l'Élysée alors qu'une mission parlementaire est en cours. Au Sénat, on ne veut pas tellement rentrer dans cette polémique d'une potentielle concurrence avec la mission Debré. François Autain, le président de la mission sur le Mediator ici au Sénat, se dit détendu, serein. Pour lui, il n'y a pas de monopole, de hiérarchie. Le Sénat m'a confié une mission et rien ne pourra changer mon travail, explique-t-il. Alors, le Sénat va commencer très vite ses travaux. Les premières auditions sont pour mardi, je crois. Comment ça va se dérouler? On a une idée du calendrier? Oui, vous l'avez dit. Donc, dès mardi, les sénateurs vont auditionner les dirigeants de l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire. Ils vont également entendre Jacques Barrot, ancien ministre de la Santé. Jacques Servier sera également auditionné. En attendant, jeudi, ce sont les dirigeants et les directeurs scientifiques du laboratoire Servier qui seront entendus par la mission du Sénat. Vous pourrez d'ailleurs suivre ces auditions sur notre antenne. Les sénateurs prévoient également un déplacement aux États-Unis. François Autain nous a expliqué qu'il avait fait ce choix car là-bas, il est beaucoup plus facile et rapide de retirer un médicament suspect du marché. En attendant, donc, les sénateurs entendent s'inspirer de ce qui se passe outre-Atlantique pour les conclusions de leur rapport qui sera rendu en juin, Pierre-Henri. En tout cas, on suivra avec attention ces auditions autour de ce fameux Mediator la semaine prochaine au Sénat. Merci beaucoup Delphine Girard. C'est l'une des informations de la journée, la balle qui est désormais dans le camp du législateur pour le Conseil constitutionnel. Ce matin, l'interdiction du mariage homosexuel est conforme à la Constitution. Les partisans du mariage gay reportent maintenant leurs espoirs sur l'élection présidentielle de 2012. La gauche, vous le savez, est favorable au mariage homo. À l'OMP, les positions sont bien moins tranchées. Jérôme Rabier. Face aux partis de gauche qui prônent l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels, la position de l'UMP pourrait être amenée à bouger. Certains continuent pourtant de s'y opposer. Christine Boutin, qui préside un parti affilié à l'UMP, a salué aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel de maintenir la loi actuelle. Dans les mentalités, le mariage homosexuel est pourtant de plus en plus accepté. 58% des Français y sont désormais favorables, alors qu'ils n'étaient que 45% il y a 5 ans. Au sein du parti présidentiel, certains militent également pour les droits des homosexuels. Il n'y a pas à l'UMP qu'un petit lobby d'ultra-réactionnaires, parce qu'on voit sur ces sujets-là, on ne voit que. Pour l'instant, on n'entend pas encore de véritables relais à l'UMP. Il y a des voix qui se sont élevées, des voix qui se sont élevées pour l'égalité des droits. Néanmoins, aujourd'hui, il faut que ces gens se fédèrent, il faut que ces gens combattent. Le Conseil constitutionnel les y invite. Des membres de l'UMP comme Nadine Morano ou Ramayad affichent également des positions favorables aux droits homosexuels. D'ici à 2012, le parti présidentiel devra donner sa position. De nombreuses associations appelant déjà tous les partis à se déclarer en faveur ou non du mariage homosexuel et aux électeurs de trancher en conscience.
Alors, pour parler de ce dossier très passionné et passionnel, deux invités ce soir. Emmanuel Ludo, vous étiez ce matin certainement au Conseil constitutionnel. Vous êtes l'avocat des deux plaignantes, n'est-ce pas? Absolument. Et à vos côtés, Christian Flavigny, psychanalyste, pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière, auteur d'un livre fameux qui a fait du bruit, Avis de tempête sur la famille. Alors, Emmanuel Ludo, vous n'êtes pas surpris finalement par cette décision du Conseil constitutionnel. Il y avait des précédents, je pense en particulier aux décisions sur l'homoparentalité. Il n'y avait pas de précédent, mais ce n'est pas une surprise. J'attendais pas quelque chose de fracassant du Conseil constitutionnel. Il y a une décision qui est à la réflexion bien charpentée. Elle est en deux temps. On a un aspect juridique. Le Conseil constitutionnel dit en substance, moi, c'est la Constitution et rien que la Constitution.